Jordan Bardella sera-t-il à Matignon mi-juillet? À 2 jours du premier tour des élections législatives, le Rassemblement national et ses alliés sont largement en tête des intentions de vote. Les derniers sondages suggèrent que le parti d'extrême droite, épaulé par une partie des Républicains représentés par Éric Ciotti, obtiendrait 36% des voix devant le nouveau Front populaire. Le parti de la majorité présidentielle mené par l'actuel Premier ministre Gabriel Attal arriverait lui en 3e position. Les Français hésitent entre la perspective d'une majorité absolue d'extrême droite ou l'absence de majorité claire, ce qui pourrait mener à une plus grande instabilité politique. Le seuil pour qu'un parti obtienne la majorité absolue à l'Assemblée nationale est de 289 sièges. Que nos compatriotes ont le sentiment que l'État ne fait plus respecter ses lois, que l'État est faible avec les forts et fort avec les faibles. L'extrême droite a su capitaliser sur le sentiment d'insécurité croissant des Français. Les forces politiques sont profondément polarisées, ce qui menace toute forme de coopération parlementaire. C'est pourquoi le parti au pouvoir cherche à apaiser les débats. Et donc oui, je me fixe aussi cet objectif, qu'on arrive à avoir une démocratie, une Assemblée nationale peut-être plus vivante, moins brutale. Ça sera bien, je pense, pour le débat public et pour les Français. Selon les sondages, le taux de participation pourrait être beaucoup plus élevé que lors des scrutins précédents. Le leader du nouveau Front populaire propose de nommer une personnalité modérée au poste de Premier ministre. Il sera celui ou celle qui permettra à toute la gauche et les écologistes de se retrouver. Parce que nous avons besoin d'abord de rassembler cette majorité et ensuite de rassembler les Français. Et c'est comme ça que nous procéderons. Le président français Emmanuel Macron pourrait connaître une cohabitation, soit avec un Premier ministre d'extrême droite, soit avec une coalition de centre-gauche. Salut tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver pour cette énième chronique de l'actualité, de l'analyse de l'actualité avec bien sûr Jacob Cohen. En attendant, Monsieur Cohen, écoutez, les amis, comme à notre habitude, nous allons traiter l'analyse, l'actualité. Et en l'occurrence, en ce moment, l'actualité, c'est les législatives qui auront lieu donc dimanche, le premier tour. Et comme vous avez pu l'entendre actuellement, donc le sondage qui donne en tête le RN. Alors, M. Cohen a été avec moi en coulisses, il ne va pas tarder à arriver. Nous allons aussi, bien sûr, parler des derniers événements en Palestine et aussi au Liban, bien sûr. Donc, tout ça avec M. Cohen. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé, il ne va pas tarder à revenir. Il y a problème de connexion, certainement. Est-ce que vous m'entendez bien d'abord? Est-ce que vous entendez bien? Est-ce que tout va bien? Là. Ah, Monsieur Cohen est de retour. OK. Là, on va supprimer celui-ci. Voilà. Et on va voir si Monsieur Cohen arrive à se reconnecter. Alors, Monsieur Cohen, vous êtes avec moi en coulisses. Il faudrait activer le micro et la cam. Pour l'instant, je ne peux pas vous faire monter. Il faut activer votre micro et votre cam. Je ne sais pas si vous m'entendez. Là, voilà. On est bon. OK. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Très bien, très bien. Merci en tout cas, encore une fois, merci pour votre disponibilité. Alors, comme vous avez pu le voir, comme je le disais tout à l'heure en introduction, on va commencer par les législatifs qui auront lieu donc dimanche et avec ce sondage qui donne en tête le RN. Oui, en fait, bon, il est malheureusement, c'est comment dire, c'est un peu tôt pour en parler, pour faire des commentaires, parce que on connaît plus ou moins les projections de toutes les façons. Il y a deux grandes forces, bon, avec un avantage pour le RN sur le Front populaire
est-ce que l'un des deux, ou plutôt le Rassemblement national, obtiendra la majorité absolue? Ça peut changer les choses. Et s'il n'obtient pas la majorité absolue, on va vers, ça arrangerait plutôt Macron, parce qu'il pourra vraiment jouer les rivalités, jouer un parti contre l'autre, etc. Et enfin, c'est difficile aujourd'hui de faire des projections sur ce qui va se passer tant qu'on n'a pas les résultats. Et donc déjà, c'est très important. Et même dimanche, peut-être qu'on ne saura pas vraiment, enfin, on aura une indication, mais on ne saura pas vraiment, parce que même si le RN est largement arrive en tête, avec 36 ou 38%, avec le jeu des alliances, des triangulaires, comment dire, de faire barrage, c'est très délicat. Il y a des chances. On ne peut pas exclure comment dire, la chose suivante, c'est que le RN arrive largement en tête, disons 36, 37%, 38%. Il est proche de la majorité absolue. Et là, il peut y avoir un retournement de situation, c'est-à-dire, on peut très bien imaginer, disons, des désistements réciproques entre le pouvoir et la gauche, hein, soi-disant pour arrêter le RN, etc. Donc, c'est difficile vraiment aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, de faire des pronostics ou des projections. En tout cas, je pense que nous allons vers des temps très, très difficiles. Et ce qui est sûr, c'est que le peuple vous savez, le peuple se fait toujours avoir. Je vais vous donner un exemple. En 2022, au moment de l'élection présidentielle et législative, il y a eu toute une agitation. Rappelez-vous, hein, enfin, rappelez-vous l'agitation qu'il y avait autour de l'élection présidentielle. On avait l'impression qu'on allait vraiment tourner une page, faire quelque chose d'extraordinaire. Et puis finalement, voilà, au bout d'un mois, on a repris les vieilles habitudes. Et aujourd'hui, on est complètement désabusé. Et si vous savez, c'est un phénomène qui arrive à toutes les élections. On a l'impression à chaque élection que cette fois-ci, on va voir ce qu'on va voir, on va changer les choses. Et puis finalement, l'élection a lieu et on retombe plus ou moins dans les mêmes travers. Voilà. Donc, il ne faut pas trop rêver. Ceux qui mettent de l'espoir dans ces élections, on peut, mais disons, il ne faut pas non plus trop en attendre. Disons, de peur d'avoir une désillusion après. Voilà. Parce que désillusion, il y aura. Quel que soit le camp qu'on a choisi, parce que le pouvoir macronien, il est d'un cynisme absolu et d'un machiavélisme retors qui dépasserait celui de Mitterrand. C'est peu dire. Hein. Et donc, ils sont prêts à tout pour même faire sombrer le pays plutôt que de laisser une chance à un parti qui a eu la majorité de gouverner. Par exemple, aujourd'hui, j'ai mis un post sur l'ancienne ministre de l'Éducation nationale socialiste, j'ai oublié son nom, enfin, Najat Vallaud-Belkacem, qui a dit carrément que elle comprendrait très bien que les enseignants ne respectent pas les instructions d'un ministre de l'Éducation nationale RN. Enfin, on est où là? Enfin, ça me dépasse. Moi, de deux choses l'une, ou le RN est compatible et on lui donne sa chance comme n'importe quel autre parti, ou bien c'est un parti factieux qu'il faut interdire.
de deux choses l'une. On peut pas tout le temps jouer la peur d'un parti qui va, je sais pas moi, qui va faire un coup d'État ou qui va supprimer le Parlement. Enfin, et deuxièmement, et donc tirer, parce que la droite et la gauche, ça fait 30-40 ans qu'ils tirent un bénéfice de la diabolisation du FN d'abord et du RN ensuite. Il y a toujours 5 à 10% des gens, et j'en connais quelques-uns par exemple, qui au dernier moment se disent quand même, le RN, on leur a tellement fait peur qu'ils croient que le RN, ça va être les tanks autour de l'Élysée. Enfin, c'est juste hallucinant. Et donc, on peut pas tirer toujours avantage de la diabolisation et en même temps faire le jeu. Quand Macron reçoit les chefs de parti, par exemple, quand il y a un événement important, la guerre en Ukraine, etc., ben, il reçoit les chefs du parti du RN. Alors, de deux choses l'une, ou ils jouent le jeu de la démocratie, ou bien il faut les interdire. Mais on ne peut pas jouer sur les deux tableaux quand même. Voilà, c'est. Malheureusement, la politique, c'est aussi ça, hein. Il ne faut pas se faire d'illusions, surtout n'importe quel parti. Vous pouvez voter ce que vous voulez, mais il ne faut pas vous faire d'illusions sur la capacité démocratique et loyale de n'importe quel parti ou de n'importe quelle coalition. Voilà. Bon, alors là, si on en croit les sondages, donc ce serait le RN qui passe. Ah oui, bon, le RN, à mon avis, de toutes les façons, c'est pas un scoop. Le RN est largement en tête. D'ailleurs, non, aux élections, à la limite, ça faisait la surprise le 9 juin, mais le 30 juin et le 7 juillet, ça ne sera pas une surprise. Il y a vraiment un mouvement de fond qui a envie de porter le RN au pouvoir, ça, il n'y a pas de doute. Donc, si le RN passe, on est d'accord que ce sera donc Bardella à Matignon. Non, Bardella, je pense que ça, c'est intelligent de sa part. Il avait dit qu'il n'accepterait pas d'aller à Matignon, sauf s'il a la majorité absolue. Voilà. Après tout, il n'est pas obligé d'y aller. Macron va l'appeler et il dit, moi, j'ai pas envie d'y aller. Voilà. Choisissez un autre Premier ministre, celui que vous souhaitez, mais moi, j'ai pas du tout envie de servir de balle de punching ball entre l'Élysée, etc., et les autres partis. Parce que s'il a la majorité absolue, il ne pourra pas se faire renverser, il n'y aura pas de motion de censure, etc. Et donc, il pourra imposer pas mal de choses au Parlement. Et je pense que le RN, il joue un jeu, en tout cas, à mon avis, hein. D'abord, il dit que sans majorité absolue, il n'ira pas. Et deuxièmement, il commence à contester les pouvoirs absolus de Macron. Par exemple, lorsqu'il dit que Macron n'est pas du tout le chef des armées, c'est un pouvoir symbolique. C'est-à-dire, le RN est prêt, s'il arrive au pouvoir, il n'arrivera pas au pouvoir en position d'infériorité et en position de demandeur. C'est-à-dire, il ne va pas dire, ah oui, merci Monsieur Macron de nous laisser gouverner, pas du tout. Ils sont en train de poser leurs conditions et donc de mettre Macron au pied du mur. Voilà. Et je trouve que sans parti pris aucun, je trouve que jusqu'à présent, Bardella joue son jeu avec lucidité et avec fermeté. Voilà. Parce que ils connaissent la diablerie de Macron, en fait. Voilà. Macron, il va pas chercher, il cherche pas l'intérêt de la France, Macron. Il cherche même pas le règne de la règle démocratique. Voilà. Ce qu'il veut, c'est mettre le chaos et en profiter pour lui et pour mettre un candidat à lui en 2027. Voilà. Alors, on peut penser que
que le RN l'emporte et qu'au final, s'il doit prendre part au gouvernement, en tout cas, il y a une stratégie qui a été mise en place et on peut voir qu'elle ressemble un peu à celle du parti de Meloni en Italie. C'est la différence, je vais vous dire. Il y a une grande différence entre l'Italie du point de vue constitutionnel. En Italie, le président de la République n'a pas du tout les pouvoirs qu'a le président en France. Donc Meloni a quasiment, disons, enfin, a beaucoup plus de pouvoir. Ici, le pouvoir, si le RN arrive à Matignon et à la majorité au Parlement, il est obligé de partager le pouvoir avec Macron. C'est-à-dire les affaires étrangères, la défense. Macron, il a quand même l'initiative du référendum, etc. Voilà. Alors que Meloni, en Italie, elle a quasiment le pouvoir, les vrais pouvoirs. C'est-à-dire un Premier ministre qui n'a pas ou qui n'est pas confronté à un pouvoir présidentiel fort. Le pouvoir présidentiel en Italie, il est symbolique. Voilà. Et donc, on n'est pas dans la même configuration. Voilà. Et c'est pour ça que Meloni a beaucoup plus les mains libres que n'aurait comment dire, un Bardella en France. Parce que même s'il a la majorité absolue, il y a quand même des secteurs qui lui échappent, et non des moindres. Voilà. Alors, Monsieur Cohen, on a un invité surprise ce soir. C'est la première fois qu'il vient sur cette plateforme, en tout cas sur la chaîne. Alors, je ne sais pas s'il regarde sur votre chaîne à vous, la mienne, mais en tout cas, je l'accueille, je viens lui donner la parole. C'est donc Jean Robin. Je ne sais pas si vous connaissez, mais en tout cas, il est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Il n'a pas de micro. Jean Robin, votre micro. Le micro. Alors, je crois qu'il a un souci. Jean Robin, si vous avez l'intention d'intervenir, n'hésitez pas à refaire votre demande sur le chat privé et débloquer votre micro. En attendant, M. Cohen, on peut considérer que ces élections et comment dire, c'est un grand chamboulement pour la politique en France et ce serait une première. Enfin, pas vraiment. La configuration, oui, parce que c'est la première fois que le RN disposerait de Matignon, arriverait à Matignon. D'accord, voilà. Et donc, ça, c'est inédit. Mais en même temps, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il va demander, enfin, qu'il ne voudra arriver qu'ayant la majorité absolue, parce qu'il ne veut pas être sous la menace constante d'une motion de censure. Parce qu'il est certain que la gauche, ce qu'on appelle la gauche, hein, par commodité, parce que pour moi, c'est. Enfin bon, en tout cas. Disons, la gauche et les macronistes, ils feront tout pour lui mettre des bâtons dans les roues et le renverser. Donc, s'il n'a pas la majorité absolue, il risque d'avoir une motion de censure dans les 15 jours qui suivent. Voilà, donc, mais quand même, je pense que la nouveauté, c'est que il y a quelque chose qui s'est cassé dans la vieille tradition politique qui dure depuis Mitterrand. C'est-à-dire
la diabolisation du RN marche de moins en moins. Voilà. C'est-à-dire, beaucoup de gens maintenant se disent, bon, ras-le-bol, on s'est fait avoir, et ils se sont fait avoir depuis 30 ans, hein. Depuis les années 90, où on leur joue la sérénade du l'URN, etc. Et donc, en 2017, par exemple, le système a sabordé la candidature de François Fillon parce qu'il savait que Macron ou n'importe quel autre candidat face au RN, il l'emportait. Donc c'était une garantie quasiment de gagner à chaque coup face au RN. Aujourd'hui, bon, même si, à mon avis, la diabolisation continue à jouer, mais à moindre envergure. À mon avis, s'il n'y avait pas la diabolisation qui continue, il y aurait facilement 5 à 10% de plus pour le RN. Voilà. Mais quand même, on rentre dans une autre configuration où le RN va de plus en plus jouer sa place et montrer au peuple ou aux électeurs comment dire, l'ambiguïté, sinon le cynisme de la classe politique qui l'a mis dans la farine, qui a mis le pays dans le chaos, dans le chaos où il est. Enfin, je veux dire, et on ose, enfin, je veux dire, ils ont un culot monstrueux quand même, de dire, attention, le RN, enfin, qui a mis le pays dans cet état depuis 30 ans? C'est pas le RN quand même. Enfin, je veux dire, il y a des limites à la manipulation quand même. Il y a des limites. Donc, je pense quand même qu'il y a un ras-le-bol. Moi, je regrette qu'il arrive trop tard. Enfin, qu'il arrive assez tard, ce ras-le-bol. Voilà. Ce ras-le-bol aurait dû venir il y a 20 ans, il y a 10 ans. Mais voilà, bon, malheureusement, les peuples ont du mal à mettre du temps à comprendre. Et voilà, et souvent, et parfois, lorsqu'ils comprennent, c'est un peu tard. Mais en tout cas, il y a quand même un changement quand même important. Voilà. Alors justement, est-ce qu'on peut penser que la situation politique, le schéma politique français aujourd'hui présage une période de grande instabilité? Évidemment. Pourquoi? Parce que d'abord, il y a 3 partis. C'est-à-dire, on n'a pas, vous savez, quand il y a eu la cohabitation, les 2 cohabitations qu'on avait connues, Mitterrand, Chirac et Chirac-Jospin, il n'y avait que 2 acteurs, le pouvoir et l'opposition. Aujourd'hui, ils sont 3. Donc, c'est un jeu triangulaire. Donc, avec des alliances, bon, on peut imaginer les alliances entre les macronistes et la gauche, mais aucun des deux ne s'alliera avec le RN, ça c'est sûr. Mais les deux seront sur le qui-vive et aux aguets pour lui savonner la planche et lui faire mordre la poussière. Voilà. Et donc, ça va être un combat de tous les instants. Voilà. C'est, je veux dire, et même au détriment de la France, au détriment du pays. C'est-à-dire qu'il pourrait même augmenter la dette ou bien, par exemple, faire tomber la note de la France, ne serait-ce que pour faire tomber le RN, alors que le destin de la France est en jeu. Voilà. Alors, très bien, merci, M. Cohen. Je rappelle pour les intervenants qui veulent poser une question, venir sur le guest, vous avez la possibilité sur TikTok sans problème, et sur YouTube, Facebook, les autres plateformes, je vous ai mis le lien StreamYard. Donc, je crois que c'était une fausse alerte, ce n'était pas du tout Jean Robin, mais plutôt un troll. En tout cas, n'hésitez pas pour celles et ceux qui veulent intervenir avec nous. Je crois qu'il y avait quelqu'un, le rappel profite aux croyants. Si tu as une question, si tu veux monter, viens. Sinon, tu la poses sur le chat et je la lirai. Volontiers.
Voilà. Monsieur Cohen, est-ce que on continue sur les élections? C'est bon ou on Non, peut passer? c'est bon, on peut passer au Liban. Très bien. Alors, eh ben, écoutez, vous voulez passer au Liban? Moi, j'avais préparé une petite vidéo, mais bon, ça concerne plutôt la situation. Ou bien la situation en Euh, général. Mais aujourd'hui, c'est voilà. plutôt le Liban qui. Enfin, ça chauffe de ce côté-là, voilà. Ok, bah, je vais passer quand même ma petite vidéo concernant la situation au Moyen-Orient, en Palestine. C'est une visite, je crois, du ministre israélien aux États-Unis. Pour cette deuxième journée de visite aux États-Unis, le ministre israélien de la Défense, Yoav Gallant, rencontre le secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Au menu des discussions, l'après-guerre à Gaza. Pour Anthony Blinken, Israël doit développer rapidement un plan solide pour s'assurer que le Hamas ne reviendra pas. Il est important de travailler sur tous les plans pour le lendemain du conflit, car nous ne voulons pas voir à Rafah ce que nous avons vu à Gaza City et à Khan Younes, c'est-à-dire la fin des opérations majeures, puis le retour du Hamas dans ces zones. Nous n'avons cessé de répéter que pour vaincre durablement le Hamas, il faut un plan pour le remplacer. Ce plan doit être une gouvernance dirigée par les Palestiniens. C'est ce à quoi nous continuons de travailler avec nos partenaires de la région et nous continuons à pousser le gouvernement d'Israël à bien réfléchir. Anthony Blinken a également insisté auprès de Yoav Gallant pour qu'Israël prenne des mesures supplémentaires afin de protéger les travailleurs humanitaires et d'assurer l'acheminement de l'aide dans la bande de Gaza. Autre sujet abordé par les deux hommes, la situation à la frontière nord d'Israël. Le secrétaire d'État américain a semblé mettre en garde Israël contre le lancement d'une offensive majeure contre le Hezbollah. Selon un communiqué du département d'État, Anthony Blinken a souligné l'importance d'éviter une escalade du conflit et de parvenir à une solution diplomatique qui permette aux familles israéliennes et libanaises de rentrer chez elles. Ce lundi, Yoav Gallant a également rencontré Amos Hochstein, envoyé spécial de Joe Biden au Moyen-Orient. Le ministre israélien de la Défense a déclaré que le passage à la phase 3 de la guerre à Gaza, soit un conflit de faible intensité, affecterait tous les fronts. Selon le bureau de Yoav Gallant, le ministre de la Défense a ajouté qu'Israël se préparait à tous les scénarios, tant sur le plan militaire que diplomatique. Alors, Monsieur Cohen, avant de partir sur ce sujet, je crois qu'il y a une question concernant le sujet précédent. Je vais faire monter avec nous le rappel. Oui. Bonsoir. Le micro, là. Votre micro vous entend pas? Le rappel. Il faut désactiver ton micro. Alors, une fois. Ah. Allez-y. Bon, on ne vous entend pas. Hein. J'attends. Malheureusement, je crois qu'il y a un problème ce soir. Écoutez, allez-y, on va partir sur le sujet donc du Liban. Allez-y, Monsieur Cohen. Ok. Bon, disons, la situation à Gaza est quasiment, enfin bon, elle n'évolue pas tellement. On ne voit pas encore la fin des hostilités ou de l'agression. Il y a toujours des pertes israéliennes à Gaza. Ils ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent en faire. Il y a des rumeurs qui parlent de forces arabes du style Émirats arabes unis, etc. Mais bon, en fait, la solution qui est sur toutes les lèvres, mais qu'on n'ose pas dire, c'est que l'autorité palestinienne aimerait très bien y aller, envoyer des forces et récupérer Gaza. Mais ça, pour Israël, il n'en est pas question. Alors que ça rétablirait l'ordre, disons. Enfin, ça rétablirait la paix, la tranquillité. Voilà. Mais pour les Israéliens, il n'en est pas question. Donc, ce qu'ils cherchent, c'est pas ça. Les Israéliens cherchent à... ils n'ont pas obtenu le nettoyage ethnique qu'ils souhaitaient, ni l'élimination de toute forme de résistance, parce qu'ils continuent, il y a toujours sous une autre forme.
Voilà, il y a une forme de guérilla, mais disons, mais ça reste à un niveau assez donc modéré, si on veut. Par contre, la tension est allée vers le nord. Vous vous souvenez, la semaine dernière, on avait cité l'intervention d'un spécialiste qui disait que Israël interviendra le 2 juin, le 22 juin, que c'était le chef du Mossad avait réuni les alliés arabes, les Émirats arabes unis, le Bahreïn, l'Arabie saoudite, pour leur dire nous allons attaquer le 22 juin. Il est possible qu'ils aient décidé ça, et la semaine dernière, je vous ai dit, mon intuition, c'est qu'ils ne le feraient pas. Pourquoi? Parce que pour la première fois, enfin depuis que je suis le dossier, ça veut dire depuis 50 ans, quasiment depuis que je m'intéresse à la politique israélienne, c'est la première fois qu'Israël est quasiment aux abois. Vous savez, avant le 22 juin, il y a eu une déclaration du ministre des Affaires étrangères israélien qui avait dit « Nous allons attaquer, mais nous allons détruire le Hezbollah ». Enfin, vraiment, il a fait une déclaration comme les Israéliens aiment le faire. Et même, il y a un ministre israélien, je ne me souviens plus le nom, qui avait dit « Nous allons détruire le Liban comme on a fait à Gaza ». Ou bien nous allons ramener le Liban à l'âge de pierre. Enfin, les Israéliens aiment toujours faire ce genre de déclaration, mais jusqu'à présent, enfin en tout cas jusqu'à la guerre de Gaza, ce n'étaient pas des paroles en vain. C'était pas, en général, les discours vains, c'était plutôt du côté des Arabes. Voilà, nous allons faire ceci, nous allons faire cela, ils font rien. Et là, les Israéliens sont quand même, parce que le Hezbollah, il ne se laisse pas faire. C'est ça le truc. C'est que les Israéliens pensaient que, en bombardant modérément, parce qu'ils ne cherchent pas la confrontation, en assassinant quelques membres du Hezbollah, que le Hezbollah allait se... Or, au contraire, aujourd'hui même ou hier, le Hezbollah a lancé 40 roquettes sur le nord d'Israël. Et donc, le gouvernement israélien, il est vraiment dans la mouise, mais d'ailleurs, il se déchire. Le pouvoir civil, c'est-à-dire Netanyahou, et ça, c'est même les médias israéliens en parlent. Netanyahou, il est vraiment pas en harmonie avec l'armée. Lui, il voudrait lancer une attaque, et l'armée qui connaît la situation, elle n'a pas du tout envie. Voilà. Et donc, elle freine, etc. Et disons, la dissuasion israélienne en prend un rude coup, parce que c'est quand même, ça fait 7-8 mois que le Hezbollah les titille, que le Hezbollah les bombarde. Pas trop, mais quand même suffisamment pour leur montrer que, attention, avec eux, ils ne rigolent pas, suffisamment pour que les Israéliens vident la zone nord d'Israël. C'est quand même une humiliation énorme. Et puis qu'ils n'arrivent pas à sauter le pas. Ils ont peur. Voilà, tout simplement. Ils ne sont pas sûrs d'eux. Et vraiment, c'est la première fois que ça arrive dans l'histoire d'Israël. Et ça ébranle. Vous savez, avant, les Israéliens, ils aimaient bien. Ils avaient toujours des formules à l'emporte-pièce du style nous avons le bras long notre bras long frappera le Hezbollah partout où il se trouve, etc. Enfin, ils ont des déclarations comme ça à l'emporte-pièce. Et là, ça fait 7 mois, 8 mois qu'ils disent qu'ils vont faire quelque chose et ils ne font rien.
Et ça m'étonnerait qu'ils fassent quelque chose. Pas à cause des Américains. Les Américains, ils n'ont aucun pouvoir sur Israël, comme ils n'ont pas eu sur Israël à propos de Gaza. Mais même s'ils bombardent, parce que d'abord, le Hezbollah a de quoi répliquer, et même s'il ne va pas jusqu'à Tel Aviv, mais à mon avis, il pourra envoyer, mais même jusqu'à Haïfa et une vingtaine de kilomètres au sud de Haïfa, mais ça sera la panique en Israël. Parce que les Israéliens ne sont pas habitués à ça. Les Israéliens ont l'habitude d'aller bombarder, d'aller faire la guerre ailleurs. Mais de voir des dizaines, des milliers de guérilleros débarquer dans le nord ou bien recevoir des milliers de missiles contre lesquels ils ne pourront rien, ça c'est un ébranlement de la suffisance sioniste. C'est quasiment vraiment un ébranlement du système. Et c'est pour ça qu'ils hésitent à aller. Et qu'ils n'iront pas, à mon avis, parce que non seulement le Hezbollah est fort, mais Israël ne sait pas, et personne ne sait, quelle force il va réveiller. L'attaque israélienne sur le Liban réveillera des forces insoupçonnées. On ne sait pas ce qui se passera, c'est-à-dire au niveau des Houthis, au niveau des mouvements de résistance d'Irakiens, de résistance en Syrie, etc., etc. On ne sait pas vraiment. Est-ce que, par exemple, si les fusées ou les missiles du Hezbollah détruisent une bonne partie du nord d'Israël, là où se trouve, où vit la majorité arabe israélienne, c'est-à-dire 2 millions d'Arabes israéliens. Est-ce que ces 2 millions d'Arabes israéliens ne profiteront pas? Vous savez que la plupart sont armés. Enfin, il y a un trafic d'armes énorme dans la communauté arabe israélienne. Est-ce qu'ils ne profiteront pas pour faire une descente sur les villes israéliennes et prendre leur revanche, par exemple? Donc, Israël joue avec le feu, mais à mon avis, ils n'iront pas parce que, enfin, c'est une intuition, toujours, parce qu'ils ont la trouille. Et c'est la première fois que les Israéliens ont vraiment la trouille. Et ça, c'est un changement symbolique et stratégique énorme au Moyen-Orient. Jusqu'à présent, et moi, j'ai fait une erreur monumentale, je le reconnais. Au mois d'octobre, novembre, j'étais interviewé par une chaîne algérienne et j'avais prédit la victoire rapide des Israéliens sur Gaza. Voilà. Et puis voilà, je reconnais mon erreur parce que, vu le rapport de force d'avant, etc., enfin bon, et vu les moyens qu'ils ont mis, que les Israéliens ont mis, je me disais, bon, et puis je me basais sur ce qui était arrivé en 2014, 2008, etc. Et les choses ont évolué. Et même le Hezbollah, moi je me souviens, quand j'étais au Liban, j'ai eu 2 ou 3 interviews et je disais que le Hezbollah évitera la guerre parce qu'il connaît la réponse que les Israéliens vont faire sur le Liban. Or, aujourd'hui, le Hezbollah n'a plus cette peur. Bon, ça veut dire que, bien sûr, le Liban, une partie sera touchée, sera détruite. Mais il sait qu'il peut infliger des dommages terribles aux Israéliens. Et donc, le Hezbollah est sûr de lui aujourd'hui. Et le rapport de force passe pas nécessairement, il y a militaire, mais aussi symbolique. Ça veut dire que dans les esprits aujourd'hui, Israël n'est plus la force suprême qui fait peur à tout le monde et qui est invincible. Voilà. Je pense que ça, c'est un changement extraordinaire qui commence à gagner les esprits au Moyen-Orient. Oui, et on a vu qu'il y a plusieurs pays qui appellent à leurs ressortissants à quitter le Liban, dont l'Allemagne. Oui, c'est vrai, parce que ils pensent,
bon, même s'ils ne savent pas, parce que, à mon avis, aucun pays, même en Israël, la décision n'est pas sûre. C'est-à-dire, il y a des débats, comme je vous ai dit, entre le gouvernement, entre le Premier ministre et l'armée, il y a des tensions énormes. Voilà. Et donc, personne ne sait ce qui va se passer, ni quand, mais c'est vrai que des gouvernements ont pris la précaution de faire partir le ressortissant, peut-être pour, comment dire, envoyer un signal à Israël pour dire il faut pas, voilà, il faut pas bouger. Mais bon, mais si le gouvernement israélien décide d'y aller, il ira, quelles que soient les oppositions européennes ou américaines. Mais encore une fois, je pense que l'armée israélienne a vraiment, il y a beaucoup de, c'est la première fois que ça arrive en Israël. C'est-à-dire quasiment un fossé énorme entre le gouvernement civil et l'armée. Et même, j'ai entendu qu'il y a des centaines, sinon des milliers de réservistes qui refusent désormais d'aller se battre. Parce qu'ils voient que au début, enfin avant, au début, c'est-à-dire jusqu'à présent, avant cette guerre, les réservistes étaient mobilisés, ils faisaient un mois, ils rentraient chez eux. Là, maintenant, ça fait 7 ou 8 mois. Enfin, je veux dire, c'est juste incroyable. Les réservistes sont des gens qui ont des familles, qui ont 30 ans, 35 ans, 40 ans, qui ont un job, qui ont un business, etc. Et puis, ils se rendent compte que le Premier ministre, que Netanyahou, il fait cette guerre pour ses raisons personnelles, pas pour la défense du pays, pas pour amener les otages. Et donc, malgré leur patriotisme et leur dévouement, il y a quand même des mouvements de refus qui se manifestent. Et ça aussi, c'est vraiment tout ça, c'est nouveau. Et je crois que, enfin, Netanyahou, parce que c'est pas l'armée, enfin, l'armée obéit à Netanyahou, mais c'est la première fois que Netanyahou ou l'État profond sioniste a joué avec le feu, au risque même d'ébranler je ne sais pas comment le faire sentir, mais pour moi, il y a vraiment un ébranlement de l'équilibre du système sioniste. Voilà. Je ne sais pas, il y a 1 an avant, quand les sionistes disaient quelque chose, il fallait en tenir compte. Aujourd'hui, c'est pas qu'on en rigole, mais quand même. Et donc, il y a même je veux dire qu'on dise qu'en pleine période de guerre, des centaines ou des milliers de réservistes disent bon, on en a assez, ça aussi, c'est colossal. Alors, on a aussi une déclaration du président turc Erdogan qui accuse donc les pays occidentaux de soutenir une offensive contre le Hezbollah en coulisses et donc de soutenir une intervention israélienne. Moi, je ne crois pas. Je pense que l'Europe et l'Amérique n'ont aucun intérêt à ce qu'il y ait la guerre entre Israël et le Hezbollah. Parce que l'Europe, enfin, elle veut la stabilité. Vous savez, on ne sait pas ce qui va se. Par exemple, déjà, il y a déjà des problèmes dans le détroit de Bab el-Mandeb, c'est-à-dire en mer Rouge. Bon, imaginons que les Houthis disposent de nouveaux armements, etc. Et puis, une guerre, on sait comment elle commence et on ne sait pas comment elle finit. Et en même temps, l'Europe n'a aucun intérêt, je ne vois pas l'intérêt. Enfin, moi, je trouve que la déclaration d'Erdogan, elle est, comment dire, c'est une déclaration, c'est polémique. Voilà. À mon avis, elle n'a aucune base. Je ne vois pas l'intérêt de l'Europe à pousser Israël à faire la guerre contre le Hezbollah. Vraiment, je ne vois pas.
Et même les États-Unis, enfin, ils ne jouent pas le jeu. Enfin, c'est pas un jeu pour les États-Unis, ils font pas semblant. Tous les efforts qui sont faits de la part des Américains, et j'écoute les grands experts américains comme Mersheimer et Scott Ritter, etc., tous ils disent que les États-Unis tentent de freiner des quatre fers la guerre au Liban, parce que on ne sait pas ce que ça va donner. Et donc ça sera pas une promenade de santé. Et donc ça risque, même le rallié vital qui est Israël, risque de prendre un coup presque mortel. Et donc, je ne vois vraiment pas l'intérêt de... Enfin, moi, ça paraît un peu curieux, cette déclaration d'Erdogan. Moi, je pense que c'est plutôt de la polémique. Voilà. Qu'ils disent que l'Europe est du côté d'Israël, qu'elle le soutient, etc., ça oui, ça c'est sûr. Et qu'elle le soutiendra si Israël décide de faire la guerre au Liban, d'accord. Ça veut dire que l'Europe ne prendra pas de sanctions contre Israël, par exemple. Mais que l'Europe soutient et pousse Israël à faire cette guerre, je ne vois vraiment pas l'intérêt de l'Europe à faire ça. Voilà. Ok, alors on a Jamel qui est avec nous, je vais lui donner la parole en espérant que le micro fonctionne cette fois-ci. Bonsoir. Bonsoir. Allô, bonsoir, vous Bonsoir. m'entendez? Oui, on vous entend. Ah bah super. Alors bonsoir à tous, c'est un plaisir de parler, de prendre la parole. Je voulais juste à propos du conflit israélo-palestinien, il y a eu une déclaration du commandant des forces interarmées qui a dit que les États-Unis ne seront pas en mesure de défendre Israël en cas de guerre contre le Hezbollah, comme ils l'ont fait lors de l'attaque de missiles et de drones iraniens en avril. Donc, ce que je Oui, veux dire, c'est que ils prennent énormément de précautions cette fois-ci, en tout cas les États-Unis, tout à fait. sachant que Israël, Tsahal, n'a rempli aucun objectif, n'a ni ramené tous les otages, ni cherché, ni trouvé les commandements. On n'a trouvé aucun commandement du Hamas ou d'autres factions armées. Et, l'autre point, c'est bref, en tout cas, ils ont perdu énormément plus de 20 000 morts, plus de 20 000 blessés, je veux dire, apparemment chez Tsahal, et des milliers de morts. Donc, je veux dire, la facture, elle est très, 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 très lourde du point de vue humain, du point de vue militaire, du point de vue diplomatique, du point de vue même économique. Et pour l'instant, certains disent que ils estiment la perte de l'économie à environ 70 milliards pour Israël actuellement. Même si la monnaie israélienne a chuté au tout début, elle a repris ses niveaux de l'avant-guerre du 7 octobre, mais l'économie réelle, elle est en train de s'aplanir. Donc c'est très, très sombre. L'avenir est très, très sombre pour Israël. Donc je ne sais pas à quoi je joue actuellement ce gouvernement. Sachant que sur le terrain, Tsahal, il y a des rébellions. Il y a des rébellions. Et donc, quand je vous ai entendu dire que peut-être il y aurait une armée arabe qui contrôleront avec d'autres Gaza, bah, sachez que sur une vidéo de la rébellion, une personne qui a parlé a dit que justement, il refusait cette option-là. Donc, je veux dire, je ne suis pas sûr qu'Israël veuille entrer en guerre. Les pertes seront terribles, sachant que
l'Hezbollah peut couvrir par ses missiles tous les territoires israéliens aujourd'hui, d'après ce que j'ai lu. Donc voilà. Et Israël n'a obtenu aucun objectif, a atteint aucun objectif, a des pertes immenses. Je ne sais pas comment ça peut se terminer, si ce n'est, voilà, je ne sais pas, je sais pas comment ça peut se terminer. Je vous remercie beaucoup. Merci. Alors, bon, je vais faire 2 remarques. D'abord, les Américains auront, je l'ai dit la semaine dernière, je crois, ou il y a 2 semaines, que si Israël est en mauvaise posture, si jamais il lance l'aventure contre le Liban et est en mauvaise posture, les Américains interviendront. Voilà, d'une façon ou d'une autre. Ils ont des porte-avions dans la région, avec des dizaines de navires de guerre et des milliers de missiles de croisière, etc. S'il faut intervenir, ils interviendront. Voilà. Donc, il n'y a pas de je ne crois pas qu'ils assisteront les bras croisés à l'effondrement d'Israël. Voilà. Maintenant, le problème, et c'est là où Netanyahou, on peut ne pas comprendre son comportement. Mais c'est ça le problème des politiques. Un politique, est-ce que Netanyahou, il a l'intérêt du pays dans sa tête, dans son esprit, ou son propre intérêt? Voilà. Parce que les politiques, à ce niveau-là, ils pensent souvent à eux, à leur situation propre. Or, Netanyahou, il sait que si la guerre s'arrêtait, s'il y a des élections, ça serait pour le bien d'Israël d'ailleurs, si cette guerre s'était arrêtée il y a 5 mois ou 6 mois. Bon. Mais lui, il n'a pas envie de perdre le pouvoir, parce qu'il sait que si la guerre s'arrêtait, il est menacé de nouvelles élections, et donc il perdrait le pouvoir. Il retournerait, et on reprendrait son procès, et on ne sait pas comment ça finirait. Et donc, c'est la règle, malheureusement, le politique à ce niveau-là, il ne fonctionne pas dans l'intérêt du pays. Et ça, c'est valable, par exemple, mettons Macron, par exemple. Ben, il est pour garder son pouvoir, ses privilèges, ou la classe politique française, disons, de manière générale. Elle est prête à vendre Alstom, elle est prête à fermer des hôpitaux, etc., pour garder le pouvoir et faire ami avec l'Amérique, par exemple, ou avec BlackRock, au détriment de la France. Donc, à mon avis, c'est l'illustration de l'élite israélienne, sioniste, menée par Netanyahou, qui n'a pas envie, qui veut sacrifier même l'avenir d'Israël pour ne pas avoir à payer le prix de son échec. Voilà. C'est l'illustration parfaite de la trahison du politique, sacrifiant l'intérêt national à des intérêts privés, à sa carrière, à sa propre carrière. Voilà. Parce que si Netanyahou avait vraiment l'intérêt du pays, des otages, etc. en tête, ben, il ne serait pas lancé. Ben, il aurait lancé cette aventure en 2-3 semaines, et puis il aurait arrêté, il aurait récupéré les otages, et puis on aurait fait comme avant, voilà. Mais il n'avait pas envie de payer les erreurs du 7 octobre, il n'avait pas envie de payer le ras-le-bol, les manifestations sur la Cour suprême, qui avaient mobilisé la moitié du pays contre lui. Il n'avait pas envie de payer le ras-le-bol de la société contre sa mainmise, contre son alliance avec les extrémistes et les religieux, etc. Eh bien, il lance, il fait, c'est exactement la définition de la fuite en avant. Voilà. C'est la fuite en avant, tant pis pour le pays, tant pis pour l'avenir de son pays.
le plus important, c'est son avenir propre. Jamel, est-ce que tu voulais réagir? Non. Je crois que non. Ok. Allô? Ah, Allô? voilà. Ouais, ton micro était coupé. Oui, Vas-y. d'accord. Oui, donc moi je suis tout à fait d'accord avec monsieur Cohen, tout à fait d'accord avec monsieur Cohen. Donc c'est une fuite en avant. Le problème, c'est que si, comme vous dites, les États-Unis, s'ils voient que Israël est en péril, si les États-Unis interviennent, je crois que Israël va les amener à aller un peu plus loin, c'est-à-dire, toucher le Liban, toucher l'Iran, je veux dire, et les infrastructures nucléaires. Le problème, c'est que les infrastructures nucléaires, comme je pense que vous savez, ils seraient, sous des montagnes. Donc, mais et donc ils ne pourront pas les toucher. Ils ne pourront pas les toucher. Et l'Iran, c'est une grande civilisation et je pense que, je sais pas, mais heu, je pense que, Israël aujourd'hui peut avoir une défaite, totale. C'est-à-dire que, je pense qu'Israël se trompe, le Hezbollah se trompe en croyant qu'ils ne pourront pas gagner, la guerre, s'ils utilisent, leurs bombes nucléaires. Je pense qu'ils peuvent gagner la guerre, même en utilisant leurs bombes nucléaires. Je ne sais Très pas bien. si je ne sais pas Merci, si merci je à ne toi, sais pas. Jamel. Voilà, Merci tout à à fait. toi. Merci à toi parce que Merci, on arrive bientôt au terme de l'émission. Merci en tout cas. N'hésite pas à revenir quand tu veux. merci. Euh, Monsieur Cohen, j'avais une dernière question, mais ça concerne un petit peu le sujet des élections Oui, législatives. oui. Alors, c'était une question qui avait été posée par justement la personne qui voulait monter tout à l'heure, qui avait un problème de micro. Je retrouve juste la question. Est-ce que, alors, voilà. Est-ce que donc si Bardella passe, si le RN passe, est-ce que les musulmans, la communauté musulmane est en danger? Et est-ce Non, que, attendez, oui, 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 attendez, allez-y. je finis la question. Et est-ce que les musulmans sont équipés administrativement pour se protéger? Je ne crois pas que les musulmans seront plus en danger que maintenant, parce qu'ils sont déjà en danger maintenant. Voilà. Je ne crois pas que le RN touchera plus que ce que fait le gouvernement actuel, touchera les musulmans, disons, qui ont une situation régulière, qui vivent normalement en France, qui sont intégrés dans les institutions, qui travaillent, etc. D'abord, il faut dire que la situation des musulmans aujourd'hui, elle est problématique. Voilà. Pour moi, elle est problématique. C'est-à-dire que les musulmans ne bénéficient pas du même traitement que les autres, ou que l'autre communauté qui a beaucoup de pouvoir. Voilà. En termes, par exemple, d'écoles privées, en termes de surveillance, je ne crois pas que les rabbins dans les synagogues, leurs discours soient surveillés, alors que les discours des imams sont surveillés, etc. Voilà. Et, et donc, je crois que le RN, il cherchera plutôt au début à s'attaquer à l'immigration illégale et peut-être au regroupement familial. Encore que le regroupement familial, il relève de l'Europe. Donc, il ne pourra pas faire grand-chose. Et à mon avis, même sa marge de manœuvre vis-à-vis de l'immigration illégale est assez réduite. Donc, pour les Maghrébins, à mon avis, pour les Maghrébins installés de manière régulière et stable en France, à mon avis, n'ont pas grand-chose à craindre. Voilà. Pas plus
ils rencontreront le même niveau d'hostilité qu'ils rencontrent aujourd'hui avec le gouvernement de Macron, voilà. Mais pas plus, voilà. Donc, moi, je ne crois pas du tout à une espèce de, je ne sais pas moi, de ratonnade publique ou bien de la chasse aux sorcières, etc. Je ne crois pas. Voilà. Ok. Merci pour votre réponse et je crois qu'on va en conclure là. D'accord, très bien. Donc, à la semaine Merci prochaine à tous. alors. À la semaine prochaine. Bonne soirée à tous. Bonsoir. Au revoir. Voilà les amis, excellente fin de soirée à vous, un excellent week-end à tous et on se retrouve donc jeudi prochain, si tout va bien. Je vous laisse comme d'habitude avec le générique de fin que je vais retrouver ici. Alors on m'avait demandé qu'est-ce que c'était le générique de fin. Je crois qu'il avait été censuré, moi j'avais pu le télécharger, donc je vous retrouverai le titre et je vous le dirai dans les prochaines chroniques. Voilà, excellente soirée à tous, salam alaikum. Eh ma chérie, écoute ça. Franchement, je pense que là, il y a un potentiel à tube. C'est vrai qu'elle est bien l'instru. Faudrait juste que t'écrives un truc un peu plus consensuel. Et que pour une fois tu fasses pas trop long. Bonne idée ma chérie, je vais essayer. Si le César de Polanski te choque, t'es antisémite. Et si tu sais ce que fait BlackRock, t'es antisémite. Tu critiques le pouvoir des banques, t'es antisémite. Tu penses que les médias nous mentent, t'es antisémite. Si t'es pas fan de BHL, antisémite. Tu boycottes Israël, antisémite. Si toi aussi tu comprends rien à ce que raconte Meyer Habib, si t'aimerais bien qu'on déploie des casques bleus en Palestine. Ici et antisémite. 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 Antisémite, carrément antisémite. Antisémite. Si t'es patriote en Europe, t'es antisémite. Si t'en as marre de leur guerre propre, t'es antisémite. Tu veux la justice pour Gaza, t'es antisémite. T'as des questions sur la Shoah, t'es antisémite. Tu sais qui gérait l'esclavage, t'es antisémite. Si quand tu vois Patrick Cohen, tu dis les chambres à gaz quand même dommage. Il n'est pas seulement antisémite, il est négationniste. Quenelle dans le fion du système, t'es antisémite. Et si t'espères qu'un jour on libérera Jérusalem, antisémite. T'es gilet jaune, t'es antisémite. L'impunité de Jack Lang, le pédo t'étonne, t'es antisémite. 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 Jamais antisémite. Antisémite. Tu lis Gershom Scholem, t'es antisémite. T'aimes pas Woody Allen, t'es antisémite. Tu doutes d'Elie Wiesel, t'es antisémite. Tu parles de l'affaire Bruel, t'es antisémite. Si tu connais l'identité du dénommé Jean-Luc Brunel, Dieudo te fait marrer, t'es antisémite. Tu kiffes pas le marais, t'es antisémite. Tu vas à la mosquée, t'es antisémite. T'es catholique, t'es forcément antisémite. Tu lis Céline, t'es un antisémite. Si tu supportes plus Elisabeth Lévy et sa voix d'alcoolique, antisémite. Je vous ai juste demandé, quand on dit il n'y a pas trop assez de, mettons, noirs, arabes, asiatiques à la télévision, il faut me dire il y a trop de quoi. Eh moi je te le dirais bien de quoi il y a trop, mais c'est illégal alors je vais m'abstenir. Antisémite. Une allusion à Israël en mentionnant le 11 septembre. Si t'as le culot de penser que la France devrait pas être avant, tu dis qu'un juif est juif, t'es antisémite. T'es surpris de voir le président prosterné au dîner du CRIF. Tu traînes un sioniste de sioniste, t'es antisémite. Si toi aussi tu trouves le Talmud légèrement raciste, Ouvertement antisémite. Violemment antisémite. 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 Si tu parles de Rita Katz, t'es antisémite. Et si tu aimes les ananas, t'es antisémite. Si tu prononces Jeffrey Epstein, t'es antisémite. Tu te souviens de Lloyd Blankfein, t'es antisémite. Si tu dis que les Palestiniens sont aussi des humains, si tu penses que l'abbé Pierre était vraiment quelqu'un de bien, antisémite. 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 T'as de l'admiration pour le courage de Garaudy. 40 ans d'Atali, tu penses que ça suffit. Tu te demandes si le phosphore blanc c'est pas une arme chimique. T'aimerais parler du zyklon mais de façon scientifique. Si toi aussi la dose te saisit en une milliseconde à la mention de l'armée qu'ils disent la plus morale du monde, tu parles des Rothschild, t'es antisémite. T'as pas trop le choix, c'est pas toi qui décide. Car si tu dis la vérité, il crie déjà au génocide. Sans doute te défendre si un juif t'attaquait et devenir leur esclave fait pas partie de tes projets, bah t'es un antisémite. Bienvenue au club. Et t'as vu ma chérie? Mission accomplie. C'est pas trop long. T'es con. Quoi?
Quoi? Qui a 3,40. 3,40.